Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier mon ami, mais qui n'est pas là, enfin qui est parti, pour m'avoir convié à vos journées et remercier la Société française de finances publiques de m'avoir invité. Je voudrais vous présenter mes excuses d'ailleurs en commençant parce que je ne suis pas, enfin ça ne vous aura pas échappé, mais je ne suis pas spécialiste de finance. Je serais plutôt, comment me qualifier, administrativiste, un peu spécialiste des droits des collectivités territoriales. Mais finalement, je suis assez content parce que même j'ai réussi à suivre Michel Bouvier. Et puis, j'ai vraiment suivi avec beaucoup d'attention Mathieu Rouvert et j'aurais d'ailleurs plein de choses à dire sur la thèse qu'il vient de développer à l'instant. Donc, je vais faire un espèce de pas de côté qui, je l'espère, enfin en tout cas, c'est ce que mon ami de 30 ans m'a qui serait peut-être utile. Deuxième chose, le titre de ma communication peut paraître un peu sophistiqué, un peu obscur, et il nécessite peut-être quelques détours préalables. Alors je vais essayer d'être bref, n'hésitez pas, Monsieur le Président, à m'interrompre. Si jamais ça dure. Ce que j'évoque par là dans ces mutations des figures normatives, c'est quelque chose finalement qui est très simple et qu'on connaît bien maintenant en droit administratif, qui est le développement des actes administratifs atypiques, c'est-à-dire des actes pris par l'administration, en dehors des actes, j'allais dire, traditionnels que sont les décisions administratives ou les contrats. Et donc, évoquer par là toute une liste entre les circulaires, instructions, notes, recommandations, avis, protocoles, lignes directrices, y compris sous forme algorithmique. On peut y inclure les rescrits et certaines conventions, j'y reviendrai, que j'appelle les conventions d'orientation. Alors, tout ça dessine ce qu'on appelle aujourd'hui les actes du petit droit administratif, ou plus précisément encore les actes de droit souple, qui ont toujours existé dans l'action administrative, mais qui ont eu tendance à se développer ces dernières années en lien avec tout un tas d'évolutions résumées par Jacques Chevalier dans sa formule de l'État postmoderne. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le regard, évidemment, sur ces actes a énormément évolué depuis ces dernières années. Alors, ça serait très long d'expliquer pourquoi et comment, mais il y a eu un changement de regard, d'une part, je crois, de la doctrine, qui était longtemps fixée sur une définition très étroite de la norme, liée à l'impérativité. Et comme ces actes, ce sont des actes non contraignants qui ne comportent ni obligation ni sanction, il n'était pas très difficile d'exclure finalement ces actes de la catégorie des actes juridiques. Et puis par ailleurs, il y avait une position très, très, très frileuse du juge administratif, en particulier du Conseil d'État, qui a profondément évolué, en particulier depuis 2016, j'ai suivi l'actualité, où le juge ouvre progressivement la recevabilité du recours à l'égard d'actes pourtant non décisoires, comme on dit, mais qui peuvent éventuellement faire grief. Alors tout ça fait qu'il y a un changement de perspective sur ces actes qui est, à mon avis, tout à fait intéressant. Et si je voulais essayer de les catégoriser, je dirais qu'il y a deux types, en gros, ou deux catégories d'actes de droit souple ou d'actes du petit droit administratif, comme j'ai dit. Il y a ce qu'on appelle les actes d'interprétation, qui font de l'administration une nouvelle figure qu'on appelle l'interprète administratif et qui s'exprime via des instruments comme par exemple la circulaire, j'y reviendrai, ou le rescrit, qu'on connaît notamment en droit fiscal. Et puis, il y a ce qu'on appelle les actes d'orientation qui, comme son nom l'indique, portent ce qu'on pourrait appeler davantage une orientation des comportements via la suggestion, l'incitation, la recommandation, qui est aujourd'hui tout à fait importante. Alors, ça traduit une réalité quand même de l'action administrative qui dépasse d'ailleurs des catégories juridiques traditionnelles, notamment des actes, parce que ça se traduit par des actes qui sont des actes non décisoires, comme on dit, mais aussi des actes décisoires, mais aussi des conventions. Donc, ça traverse finalement toutes les catégories juridiques. Alors, ce pas de côté étant fait, j'en viens à mon sujet, c'est-à-dire les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Il est
à mon avis, intéressant d'étudier ces évolutions, enfin, ces rapports entre l'État et les collectivités territoriales via ce prisme des actes du petit droit administratif, parce que ça en dit long finalement sur l'ambiguïté de ces actes et ça en dit long aussi sur l'évolution des rapports entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, les rapports entre l'État et les collectivités territoriales, c'est compliqué. Il y a un prisme intéressant qui a été dit tout à l'heure, qui, moi, je n'hésite pas à l'utiliser, qui est le prisme de la tutelle administrative. Alors, là où c'est compliqué, c'est d'essayer de définir ce qu'est la tutelle administrative. Moi, je m'appuierai sur l'article 72, alinéa 6 de la Constitution, qui évoque le contrôle administratif, mais aussi, par exemple, les intérêts nationaux et le principe de l'égalité en gros. Donc, une conception. Alors, si on regarde ces relations entre l'État et les collectivités territoriales, on a ici un développement assez intéressant de ces actes atypiques que j'évoquais et qui opèrent une forme de reconfiguration de la tutelle administrative. C'est ce que je vais essayer de développer ici. D'une part, à travers deux types d'actes. D'abord, la redéfinition de la tutelle administrative par les actes d'interprétation, je donnerai quelques exemples, et le dépassement de la tutelle administrative par les actes d'orientation qui inaugurent un rapport ou des liens assez nouveaux entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, premier point d'abord, ou première idée, c'est la redéfinition de la tutelle administrative par les actes d'interprétation. Alors, on connaît en particulier ce qu'on appelle la tutelle sur les actes administratifs. Et là, je me concentrerai, j'ai oublié de le dire, mais uniquement sur les rapports administratifs, hein, en mettant de côté les relations financières ou la tutelle financière. Ce n'est pas parce que ce n'est pas de ma compétence. Et puis, je préfère rester sur une problématique qui est une problématique assez large. La tutelle sur les actes administratifs, on sait, a été modifiée par les lois de 1982, loi du 2 mars 82, loi du 22 juillet 1982, qui ont, c'est des choses qui sont connues, qui ont supprimé tout un tas de tutelles exercées a priori par le préfet pour consacrer ce qu'on appelle une tutelle plutôt a posteriori, via le juge administratif. Donc, on est passé en gros à une véritable régulation juridictionnelle. C'est ce fameux contrôle de légalité via le déféré préfectoral. Bon, ce contrôle de légalité, il a lui-même beaucoup évolué depuis 1982 et ce que je voudrais essayer de montrer ici, c'est en quoi justement des actes d'interprétation ont fait évoluer ou ont contribué à faire évoluer ce système. Deux actes d'interprétation sont ici, à mon avis, importants. Il y a d'une part les circulaires, je prendrai quelques exemples, et d'autre part l'apparition tout à fait nouvelle du rescrit dans les rapports entre l'État et les collectivités territoriales. Les circulaires, je vais en dire ici deux mots, ça sera le premier point. Je disais tout à l'heure que ce contrôle de légalité, il a beaucoup évolué depuis 1982, et cette évolution, elle est le fait du législateur, qui est intervenu depuis 1982, qui a réduit, par exemple, la liste des actes obligatoirement soumis à transmission, mais c'est surtout le fait du juge administratif, qui, à partir notamment d'un arrêt Brasseur 1991, a reconfiguré en quelque sorte ce déféré préfectoral et a créé ce qu'un auteur, Jean-Claude Hélin, appelle, a créé une forme de régulation administrative du contrôle de légalité, au détriment de sa régulation uniquement juridictionnelle, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à redonner au préfet, tout simplement, une place dans le système en lui accordant une forme de liberté dans le maniement, finalement, de ce déféré. Et les circulaires ont accompagné, finalement, cette évolution. Alors, ce sont des circulaires qui sont prises, évidemment, par l'État, non pas à destination des collectivités territoriales, parce que ça, c'est pas possible, mais à destination des préfets, et qui portent régulièrement justement sur la stratégie du contrôle de légalité. Et depuis quelques années, comme ça, il y a des circulaires sur la stratégie de contrôle, en particulier une circulaire de 2012 qui est toujours applicable, qui est particulièrement intéressante parce que cette circulaire, elle définit
cette stratégie, elle confirme que le préfet joue un rôle important dans cette espèce de régulation administrative du contrôle, ce que j'évoquais à l'instant, et elle définit aussi des priorités nationales, c'est-à-dire qui lie en quelque sorte le préfet vis-à-vis de certains actes locaux, je pense en particulier au contrat de la commande publique, et des priorités locales, c'est-à-dire qu'en dehors des priorités nationales, le préfet peut éventuellement, en fonction de circonstances locales, cibler son contrôle sur tel ou tel type d'acte. Et on en a une illustration dernièrement, vous savez, dans cette affaire qui a défrayé la chronique, et je pense que le Conseil d'État va très vite se prononcer, d'ailleurs peut-être aujourd'hui, cette affaire de la délibération prise par la ville de Grenoble à propos de la modification du règlement intérieur concernant les tenues dans les piscines municipales. Ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme qui a été ici utilisé par le préfet, en l'occurrence, qui a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur déféré. Ça, c'est une nouveauté de la loi de 2021 sur les principes confortant la République, lorsque justement il y a certaines atteintes graves au principe de neutralité et de laïcité portés par des actes locaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi, elle a été complétée justement par une circulaire de 2021 qui rappelle très clairement au préfet la stratégie de contrôle que j'évoquais à l'instant. Donc, on a un exemple ici tout à fait intéressant en attendant que le Conseil d'État se prononce sur ce point. Bon, ça, c'est le premier aspect. Je pourrais développer l'usage de ces circulaires. J'arrêterai là. Le deuxième élément qui me semble intéressant, c'est le développement également du rescrit. Alors, le rescrit, on sait ce que c'est. De manière générale, en droit administratif, le rescrit, c'est un acte d'interprétation qui consiste pour un administré de solliciter une prise de position formelle de l'administration par rapport à un projet qu'il envisage. Et par cette prise de position formelle, l'administration donne une interprétation finalement de la règle de droit que l'administré va pouvoir ensuite invoquer. Ça, c'est le rescrit de droit commun qui se développe partout, à partir d'ailleurs d'un exemple qui est l'exemple fiscal, mais d'autres matières sont aujourd'hui visées. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette technique qui a été développée dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales. C'est l'objet de la loi 2019, la loi Engagement et Proximité, qui crée ce qu'on appelle, à mon avis faussement, le rescrit préfectoral, c'est-à-dire en gros, désormais, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsqu'elles envisagent un acte et que cet acte est ensuite déférable, si je puis dire, peuvent saisir le préfet d'une demande de prise de position formelle pour que le préfet se prononce au préalable sur la légalité ou non de cet acte. Et si l'acte est conforme à la prise de position formelle, ben, le préfet ne pourra plus ensuite déférer l'acte devant le tribunal administratif. Alors, ce mécanisme intéressant, il a suscité pas mal d'interrogations, et Laetitia Janicot, d'ailleurs, vous verrez, je crois, demain, on a beaucoup évoqué ces points-là. On pourrait quand même s'interroger sur le fait que, est-ce que le rescrit préfectoral, est-ce que c'est vraiment un acte d'interprétation? Je ne crois pas, parce que il se différencie beaucoup du rescrit de droit commun. Le rescrit de droit commun, comme je disais, c'est déjà dans les rapports entre l'administration et les administrés, et ça consiste à demander à l'administration de prendre une position formelle sur l'interprétation d'une règle de droit, ce qui n'est pas du tout le cas de la philosophie, si je puis dire, du rescrit préfectoral, qui est déjà dans les relations État-collectivité territoriale, et qui consiste à demander finalement au préfet de prendre position non pas sur une interprétation d'une règle de droit, mais sur l'appréciation de l'égalité de cet acte. Bon, bref, je n'insisterai pas, mais ce qui montre bien quand même la difficulté de qualifier finalement ces actes, et en particulier le rescrit, qui est une sorte d'acte atypique parmi les actes atypiques. J'en viens à ma deuxième idée à propos des actes d'orientation.
et notamment l'idée que ces actes d'orientation participent cette fois-ci au dépassement de la tutelle administrative. Alors, la tutelle administrative, compliquée à définir, mais elle ne se réduit pas au rapport de l'égalité, enfin au contrôle de l'égalité, ou même ce qu'on appelle aux tutelles sur les personnes. En réalité, elle se traduit aussi par des choses tout à fait informelles qui me semblent intéressantes à étudier et qui se traduit justement par ces fameux actes d'orientation. Alors d'abord, premier point, c'est voir le foisonnement un peu de ces actes d'orientation, essayer de les identifier, donner quelques exemples, et je finirai par la portée finalement très ambiguë de ces actes d'orientation, notamment dans les rapports État-collectivité territoriale. Alors, premier point, quels sont-ils finalement ces actes d'orientation? Les actes d'orientation, j'évoquais ça tout à l'heure, c'est quelque chose qui ne se que par rapport à leur objet. Le négocium, comme on dit dans la théorie des actes administratifs, c'est-à-dire l'orientation, qui consiste, comme je le disais tout à l'heure, à suggérer simplement, non pas imposer, mais suggérer un comportement. Et par là, donc, le spectre finalement de l'acte d'orientation, il est très large, comme j'évoquais, parce que finalement, on peut y mettre tout un tas d'actes à destination des administrés, mais aussi autoréférents, c'est-à-dire à destination de l'administration finalement elle-même. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, ces actes jouent un rôle important de régulation entre les acteurs administratifs dans un contexte aujourd'hui où justement il y a une prolifération de ces administrations. Dans les rapports État-collectivité territoriale, on peut citer deux exemples. Il y a ce qu'on appelle les schémas, alors qui peuvent porter différents noms. Ça peut s'appeler effectivement schéma, mais ça peut porter le nom de directive, ça peut porter le nom de plan, qui sont très courants, notamment en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement du territoire et autres, et qui ont une nature d'ailleurs tout à fait particulière, parce que ce sont des actes d'orientation, mais qui ont une nature qui sont des actes décisoires par effet de translation, comme on dit, c'est-à-dire que dans la mesure où ils sont approuvés par un acte réglementaire ou dans la mesure où ils sont arrêtés d'ailleurs par un acte réglementaire. Je prends l'exemple par exemple du schéma départemental de coopération intercommunale, typiquement schéma qui est utilisé ici dans les relations préfet, collectivité territoriale, qui a une importance tout à fait particulière. Deuxième type d'acte d'orientation, ce qu'on appelle ce que j'évoquais tout à l'heure, les conventions d'orientation. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit ici de conventions qui ne sont pas à proprement parler des contrats. Le contrat a une définition juridique précise qui est posée par l'article 1101 du Code civil, et on peut reprendre ces deux critères, c'est-à-dire il faut un accord de volonté, et il faut que cet accord de volonté crée des effets juridiques, c'est-à-dire crée des obligations. Or, il se trouve que ce qu'on a appelé tout à l'heure, ça a été d'ailleurs évoqué, dans le phénomène de contractualisation de l'action publique, et en particulier des relations entre l'État et les collectivités territoriales, se développe tout un tas d'actes qu'on appelle contrats, mais qui en réalité sont des espèces de pseudo-contrats qui n'ont rien à voir avec la définition juridique du contrat. Et parmi ces pseudo-contrats, il y a ce qu'on appelle ces actes, ces conventions d'orientation, qu'un auteur appelle d'ailleurs aussi des conventions d'administration. Je cite ici l'expression donnée par Sébastien Ourson en particulier. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces conventions d'orientation, un exemple type, c'est les contrats de plan État-région. Les contrats de plan État-région sont des conventions extrêmement importantes, mais qui, pour la plupart du temps, comportent des clauses molles, des clauses inimpératives, qui les font participer à cette catégorie que j'appelle convention d'orientation. On pourrait comme ça citer plusieurs exemples, mais cet exemple-là me semble tout à fait caractéristique. Alors, quel est l'effet de ces actes d'orientation et quelle est l'ambiguïté que j'évoquais tout à l'heure? L'ambiguïté, elle est la suivante. C'est que officiellement, finalement, ces actes, par l'effet d'orientation qu'elles portent, n'ont pas d'effet juridique. Donc, elles ne font que orienter, encore une fois, des comportements. D'ailleurs, souvent,
ce sont des actes, on va dire, indirects, qui commandent d'ailleurs l'existence d'autres types d'actes, qui vont orienter finalement d'autres types d'actes administratifs. Et pourtant, par l'intermédiaire finalement de ces actes, l'État va davantage imposer aux collectivités territoriales que si c'était finalement un acte de tutelle assez classique. Alors, ce que je dis là, c'est caractéristique par exemple des schémas, mais c'est aussi caractéristique des conventions d'orientation que j'évoquais tout à l'heure, et le contrat de plan État-région, c'est un exemple tout à fait caractéristique de l'ambiguïté finalement ici posée, parce que finalement le contrat de plan État-région associe des collectivités territoriales à l'exercice de compétences qui restent dans les mains de l'État. Donc l'État, finalement, il trouve tout un tas d'avantages, et en particulier de garder un œil finalement sur les collectivités territoriales. Donc, et je conclurai par là, c'est que l'orientation qui est portée, et c'est là l'effet ambigu que j'évoquais tout à l'heure, finalement ne traduit pas un dépassement de la tutelle administrative. En réalité, il s'agit d'une nouvelle forme de tutelle administrative, c'est-à-dire d'une nouvelle forme de contrôle de l'État via quelque chose qui est beaucoup plus souple en apparence, qui est en l'occurrence l'orientation. Mais j'arrêterai là mes développements. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, merci beaucoup pour ces développements extrêmement clairs et enrichissants. On a vu finalement se développer une nouvelle forme de relation ou d'encadrement de la relation entre les collectivités territoriales et l'État, avec des stratégies, de la régulation et de l'orientation. Et je finis par comprendre pourquoi je considère la France comme étant la championne du monde des plans, des schémas, et dans toutes les lois évidemment concernant les collectivités territoriales, ça regorge de plans et de schémas, et la loi 3DS l'a montré, en faisant référence à X plans, X schémas, on comprend bien l'utilité pour l'État de recourir à cette forme de petit droit administratif, et on comprend bien l'ambiguïté qui peut se développer ou qui existe dans ces normes. Enfin, normes, je ne sais pas si on peut parler de normes, normes. Donc merci beaucoup.